Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, quand je suis assis comme ça sur mon canapé avec le petit ordinateur juste devant, c'est qu'on va parler de vos ateliers, de vos manières de vous organiser chez vous pour faire de la couture ou de temps en temps pour faire d'autres comme ça loisirs créatifs. Mais en tout cas, on va voir un petit peu quelles sont les bonnes idées à retenir, quels sont les bons aménagements qu'on peut faire chez soi. Et puis voilà, commençons directement avec le premier atelier. Alors on commence avec l'atelier de Sandra. Sandra me dit « Bonjour, je m'appelle Sandra. Je couds depuis 2 ans. J'ai commencé la couture dans mon salon et ce n'était vraiment pas pratique. Je le reconnais, hein, je suis moi-même dans mon salon et c'est vrai que c'est tout sauf pratique. Voilà. Mais quand on n'a pas le choix, quand on habite dans un appartement où il manque des pièces, eh ben, faut s'adapter quoi. Si on veut faire de la couture, il faut trouver de la place et en règle générale, il faut faire cette place. Je devais toujours ranger en fin de journée et c'était difficile de m'y retrouver le lendemain. Mon mari m'a aménagé mon petit coin au-dessus du lave-linge et sèche-linge avec 3 étagères au-dessus. Donc ton mari t'a prié d'aller te réfugier dans la buanderie, ce qui peut être une bonne idée, hein, en soi, t'as les machines qui sont juste à portée. Là, t'as vraiment zéro excuse pour pas laver ton tissu quand tu viens de l'acheter pour le coup. Ayant des problèmes de dos, le fait d'avoir mon coin découpe au-dessus des machines, c'est plus élevé et je n'ai pas besoin de me pencher pour éviter les douleurs. Du fait que mon plan de travail est plus haut, mon mari a dû me rehausser ma chaise pour plus de confort devant la machine à coudre. Donc tu couds vraiment en prenant comme ça un peu de hauteur et ça t'évite de te courber. Effectivement, les mauvaises positions en couture, c'est problématique quoi. À force d'être toujours penché comme ça sur sa machine à coudre ou pour découper ou pour assembler des tissus, c'est au bout d'un moment, forcément, il y a des dommages quoi. Et c'est dommage. Ma machine est une Pfaff Ambiance 610. Sur la première étagère à gauche, ce sont tous les vêtements que je dois réparer. Je préfère la création à la réparation. C'est toujours plus sympa d'inventer des choses, d'essayer des choses plutôt que de réparer des trous, quoi. Dans les boîtes, il y a les biais, boutons, élastiques, etc. Et à droite, les patrons et livres. Sur les 2 étagères au-dessus, il y a les tissus, thermocollants et autres. J'aime beaucoup le crochet aussi. On voit les livres et coton sur la dernière étagère. Merci beaucoup Sandra de m'avoir envoyé tes photos. D'ailleurs, si vous voulez faire comme Sandra et m'envoyer des photos de votre atelier, n'hésitez pas à le faire, c'est par mail, hop, à l'adresse qui s'affiche juste là. Par contre, s'il vous plaît, des photos de la meilleure qualité possible, hein, essayez pas de les réduire parce que ça, après au montage, c'est un enfer. Et si possible, au format paysage, c'est-à-dire comme ça, pas au format portrait. Comme ça, c'est mieux parce que ça rentre plus facilement dans l'écran. Donc là, on voit en effet que tu t'es réfugié, alors je ne sais pas si c'est ta buanderie ou un autre espace, on voit que tu as installé une table qui te sert donc de table de découpe et de table de couture sur 3 machines à laver ou à sécher. Du coup, ma question c'est comment tu fais pour t'organiser parce que généralement, on met la pédale en dessous de la machine, c'est-à-dire on a la table, un creux en dessous et ça permet de glisser les jambes et de pouvoir appuyer. Si tu es bloqué comme ça veut dire que tu es quand même assez loin de la machine pour pouvoir coudre sans avoir les genoux directement dans la machine. Ou alors, tu ouvres le hublot de ta machine à laver ou à sécher et tu peux y glisser peut-être les jambes et là, c'est pratique. Faut pas lancer une machine en même temps, mais c'est peut-être la solution que tu as trouvée. De t'installer avec les jambes dans le tambour de la machine et la pédale aussi à l'intérieur du coup. Moi, c'est ce que je ferais. Je vois que tu as installé également une télé, c'est plutôt drôle. Effectivement, quand on coud et qu'on est tout seul, personne avec qui discuter, c'est sympa d'avoir quelque chose qui nous accompagne. La plupart des gens mettent de la musique. Moi, j'écoute des podcasts, une télé, pourquoi pas. J'avais essayé de regarder des séries en anglais. Très mauvaise idée, parce que j'étais plus concentré sur les sous-titres que sur ce que je faisais, ce qui fait que je cousais n'importe quoi et je ne comprenais rien à la série. Bref, ne faites pas ça. Peut-être regarder des trucs complètement débiles où il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir. Des émissions où vous pouvez retirer votre cerveau et le poser à côté, ça peut être pas mal. Mais moi je suis plus podcast pour avoir toujours les yeux sur ce que je fais pour le coup. Face à toi, je vois que tu as installé un petit présentoir à bobines que tu as dû fabriquer toi-même. C'est des clous simplement qui ont été mis sur une planche et donc ça te permet de mettre toutes les bobines dont tu disposes ainsi que tes paires de ciseaux. Je vois que ton coupe-fil également est accroché. Je ne sais pas quel métier tu fais, Sandra. Est-ce que tu travaillerais pas, par exemple, en restauration, dans les restaurants parce que la manière dont tu as accroché ton papier avec les projets couture, ça me fait penser aux bons
dans les restaurants qu'on met quand on arrive en cuisine. Bon, j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Moi, la seule expérience de restauration que j'ai, c'est le McDo. Donc vraiment, on n'a pas de bons au McDo. Mais j'ai pas mal filmé pour le coup dans des gros restos et il y avait ce système de bons qu'on empalait, que les serveurs empalaient sur un truc et ça me fait penser à ça, bref. Donc du coup ton truc, t'as intérêt à être bien vacciné contre le tétanos, hein, parce que les clous comme ça qui apparaissent, c'est un peu chaud. Je vois qu'il y a les prises de courant directement accessibles, parfait, ça t'évite d'avoir à tirer un fil, d'avoir à brancher la machine à chaque fois. Comme tu le disais, tu t'es installé à cet endroit parce que ça t'évitait de devoir démonter tous les soirs ton espace de couture, donc j'imagine que c'est parfait pour toi, c'est-à-dire tes machines sont branchées ici, t'as pas besoin de refaire tous les trucs à chaque fois, c'est quand même très pratique. Parfait, merci beaucoup Sandra en tout cas pour ce partage, ça prouve quand même qu'on peut s'installer dans des endroits assez réduits et pas forcément auxquels on penserait pas forcément en premier lieu. Je sais pas si c'est idéal, je pense que tu as choisi cet endroit parce que dans la configuration chez toi c'était ce qu'il y avait de plus pratique. Maintenant effectivement le fait d'avoir comme ça les machines à laver et à sécher au niveau des genoux, je pense que ça te gêne un petit peu pour être bien à l'aise, bien proche de ta machine lorsque tu fais de la couture, mais après on se débrouille quoi. Si c'est le seul moyen pour toi de coudre, franchement tant mieux et bravo. Et encore une fois, la machine à laver juste en dessous, t'as zéro excuse pour pas laver le tissu quand tu viens de l'acheter. Pour moi, c'est parfait. Allez, on passe à l'atelier de Nadège. Nadège me dit « Bonjour, 3 petites photos de mon atelier couture, assez petit, mais dans mon appartement, je n'ai pas beaucoup de place avec 3 enfants. » Ah bah ouais, tu m'étonnes, moi j'ai déjà un enfant et c'est son appart. Hein. C'est comme quand j'étais célibataire, j'habitais chez mon chat. J'habite toujours chez mon chat, mais il est obligé maintenant de partager son espace vital avec ma fille. Et c'est vrai que il y en a partout, quoi. On est envahi de tout un tas de petits trucs dont les enfants ont besoin et qui le rangent un peu comme ils peuvent, quoi. Tiens, regardez, hop, oh, voilà, il y en a partout. Aidez-moi. Alors j'ai aménagé cet espace dans ma chambre assez fonctionnel. Pour la découpe des tissus, ma chambre donne directement sur mon salon. Du coup je fais les coupes sur la table à manger. Très bonne idée quand on n'a pas d'espace. Généralement la table à manger c'est le plus grand espace qu'on ait, avec le sol évidemment, mais le sol je pense que c'est vraiment le dernier recours pour la découpe des tissus. Et du coup la table à manger c'est ce qui est encore de plus pratique. Vous êtes à la bonne hauteur pour faire la découpe et la table on l'a. Sous mon bureau, j'ai mis une table de chevet avec au pied des pattes de tissu pour que ça glisse quand je la tire. Des petits patins pour éviter que ça raye et que ça fasse du bruit, ok. Et j'y pose ma boîte à couture à portée de main quand je couds. D'accord, très bien. J'ai fixé une étagère pour ranger patron, livres et une machine. Derrière moi, j'ai un meuble à tiroir où je range mes magazines. En fait, c'est un meuble où se trouve la télé de notre chambre. J'ai mis des casiers en plastique pour mes tissus, fer à repasser, etc. Bientôt, je vais rajouter un meuble colonne avec des casiers pour plus de rangement. J'ai une Brother XL 2610, une petite machine que je garde pour ma grande fille de 8 ans. Bientôt une surjeteuse qui s'installera sur l'étagère. Ce qui m'a plu dans l'atelier de Nadège, c'est ça. C'est le fait de se dire, tiens, on va pas mettre le meuble de la télé contre un mur. Parce que généralement, quand on aménage un espace, notamment une chambre, puisque là, Nadège coud dans sa chambre, on va mettre les meubles le long des murs, tout autour des murs. C'est-à-dire, si vous avez des étagères à placer, elles seront forcément contre un mur. Si vous avez une commode, n'importe quoi, vous allez également la plaquer contre un mur. Et on fait ça systématiquement, sauf que les meubles peuvent servir à délimiter des espaces. Je ne suis pas spécialement un adepte de la déco, mais évidemment, à partir du moment où vous commencez à chercher à déménager, vous allez regarder un peu ce qui se passe, comment les gens aménagent chez eux. Je regarde pas mal d'émissions et de magazines de déco justement pour essayer de m'inspirer un petit peu de tout ce qui se fait et voir aussi ce que j'aime bien. Et il y a une façon de disposer les meubles qui peut être assez ingénieuse, surtout quand on a besoin comme ça d'aménager un espace, et en l'occurrence un espace couture. Là, le fait d'avoir décalé le meuble de la télé, d'avoir enlevé du mur et avoir dégagé un espace, alors je sais pas exactement combien ça fait, mais à vue de nez, tu as peut-être 2 mètres. Donc l'avoir, si vous avez une pièce un peu longue, un peu grande, rien ne vous empêche d'avoir un espace couture délimité par le meuble de la télé. Au moins, quand vous êtes en train de coudre, vous êtes caché par le meuble de la télé. Le bruit que vont faire les machines à coudre, les surjeteuses, lorsque vous découpez, lorsque vous râlez parce que vous avez raté un truc, tout ce bruit qui est normal à une activité de couturier, couturière,
est masqué par le bruit de la télé si votre conjoint ou votre conjointe regarde la télé. Donc c'est plutôt une bonne idée, quoi. Pourquoi je disais ça? Je sais plus. Bref, délimiter des pièces comme ça avec un meuble, c'est des trucs qu'on voit notamment en open space, ce genre de truc où ils vont poser une étagère boum, au beau milieu d'une pièce et d'un côté vous avez un espace de salon, de l'autre vous avez un espace de travail et au final c'est une seule pièce qui a deux usages. Là c'est un peu le truc, quoi. Juste pour dire que c'est pratique et j'aime bien. Si vous n'avez pas de pièce dédiée à la couture, bah pourquoi pas essayer de créer un espace et là vraiment Nadège, je pense, a l'impression d'être vraiment comme si elle était dans une pièce pour elle, alors que pas du tout, elle est dans la chambre à coucher. Donc on voit que tu t'es installé sur ce joli bureau qui a une très jolie couleur. Tu as deux tapis de découpe posés face à toi. Sur le mur, tu as installé cette espèce d'aimant qui d'habitude sert pour les couteaux de cuisine ou en tout cas les ustensiles métalliques en cuisine. Toi, tu les utilises pour ta paire de ciseaux. Hyper pratique hein, pour éviter de les perdre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est-à-dire quand j'ai l'intention de découper des tissus, je ne retrouve jamais mes paires de ciseaux puisqu'elles sont sous les tissus que je viens de déplier, donc c'est toujours un enfer. Là, c'est vrai que le fait d'avoir hop là, les ciseaux à portée de main et surtout de les avoir toujours à l'œil, eh bien c'est plutôt pratique. Tu as ta petite table à repasser sur ta gauche, prête à être dépliée. Alors je ne sais pas par contre si tu as vraiment la place de la déplier. Ah bah si, tu me mets une photo avec, donc bah voilà, parfait. La petite planche à repasser qui est prête à être dépliée lorsque tu en as besoin. L'espace est quand même pas hyper grand, je pense qu'à vue de nez, hein, ça doit faire ouais, 2 mètres, maximum 4 mètres carrés, mais on voit que ça suffit, quoi. Un petit espace dans une chambre, ça suffit pour faire de la couture et surtout pour avoir un coin fixe de couture. Merci beaucoup Nadège pour ton partage. On va passer à l'atelier de Christine. Et alors Christine m'envoie un mail qui s'appelle « Mes astuces » et vous allez comprendre. Bonjour Julien, je souhaite vous faire part de mes astuces couture plutôt que de vous présenter mon atelier qui n'a rien de particulier. C'est Christine qui le dit, hein, je juge pas du tout sur l'atelier que moi, personnellement, bah, j'aimerais bien avoir. Hein. Si vraiment, Christine, tu veux échanger avec l'atelier que j'ai en ce moment, il n'y a pas de souci. J'ai la chance d'avoir une grande maison et d'avoir récupéré une ancienne chambre à coucher. J'ai posé mes machines tête bêche sur le bureau. Elna 540S, remplaçant depuis peu une vieille Tornado mécanique, et une surjeteuse Lidl 1230 OL. Je n'ai pas encore testé cette configuration, mes enfants m'ayant offert la surjeteuse à Noël. Eh ben, t'as des enfants qui sont bien sympathiques. Qu'est-ce que j'ai offert à ma mère cette année? Un livre. Mais c'est elle qui me l'avait demandé, voilà. Si elle m'avait demandé une surjeteuse, je me serais arrangé. Mais comme elle ne fait pas de couture, tant pis. Je n'achète plus de tissu par avance. Pour moi, un projet égale une pièce de tissu. Ça m'évite les achats coup de cœur qui se traduisaient pas toujours par la réalisation d'un vêtement. Ouais, c'est vrai que c'est une des astuces que je donne dans ma vidéo pour faire des économies. À partir du moment où vous achetez des tissus sur des coups de cœur, c'est fatalement de l'argent foutu en l'air, de l'argent qui est gaspillé. Christine, on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il faut aller dans les magasins de tissus, ou en tout cas commander du tissu, à partir du moment où on a bien identifié ce qu'on comptait faire, à partir du moment où on a un projet et qu'on sait exactement la quantité de tissu dont on a besoin, et ne pas acheter sur des coups de cœur. Effectivement, il y a 40 000 tissus qui sont hyper beaux et qu'on a envie d'acheter, mais si c'est pour ne rien en faire derrière, c'est du gaspillage. Et c'est de l'argent qui est mal investi. Et donc la seconde astuce de Christine, je ne sais plus où je l'ai vu, mais je trouve que c'est vraiment super. Je me suis fait imprimer un plan de métrage sur du vinyle qui me permet d'acheter mes tissus au plus juste. Je l'ai gradué horizontalement de 10 cm en 10 cm jusqu'à 2,50 m et verticalement, j'ai un trait à 70 et un autre à 75. Cela correspond aux lèses 140 et 150 pliées en deux comme on en trouve dans les magasins. Je pose mes pièces de patron sur ce gabarit et ainsi j'économise régulièrement au minimum 40-50 cm de tissu. Très intéressant si j'achète un tissu cher, comme par exemple pour le manteau qu'on voit sur le mannequin et pour lequel j'ai carrément gagné 90 cm à 30 € le mètre. Ah oui, c'est pas mal dit. Je travaille en atelier de sérigraphie et impression numérique, ce qui m'a permis de faire imprimer le gabarit, mais on peut tout aussi bien utiliser par exemple un rouleau de nappe en papier et tracer ses traits à la règle. Donc Christine, pour que ce soit clair pour tout le monde, ton astuce c'est d'utiliser ce gabarit que tu as fait imprimer parce que tu as des contacts dans ton entreprise, que tu as fait imprimer donc sur un vinyle. Ce que tu appelles vinyle en fait c'est quoi? C'est une espèce de bâche publicitaire j'imagine?
C'est un truc comme ça, c'est pas le vinyle qu'on utilise en couture. C'est plus du tissu, c'est plus de la bâche et du coup ça coûte pas très cher, j'imagine, à faire. Et donc ce gabarit te permet de prépositionner tes pièces de patron pour essayer de gagner le maximum de place lorsque tu vas faire ta découpe après avec le vrai tissu. Je vais parler uniquement dans mon cas, pour les patrons que je propose à la vente. C'est vrai que j'ai tendance à rajouter un petit peu de centimètres quand je dis qu'il faut X centimètres de tissu, j'ai tendance à rajouter un petit peu de marge en me disant que si jamais la personne, lorsqu'elle découpe son tissu, se rate, elle aura toujours la possibilité de refaire une découpe. Donc j'essaye d'anticiper comme ça des erreurs qui ne se produisent probablement, que très rarement. Je pourrais indiquer la quantité dont on a besoin au cordeau, vraiment au centimètre près, mais je préfère toujours dire un tout petit peu plus pour que, imaginons qu'on ait besoin pile poil de 90 cm de longueur dans une laisse de 150, la personne commande pile poil 90 cm et il y a un petit défaut au niveau du tissu, ou alors la découpe est mal faite, parce que ça c'est des choses qui arrivent aussi, hein, c'est des humains qui vont découper vos coupons de tissu, donc il peut arriver qu'il y ait des... Voilà, il y en a qui font un peu de freestyle avec leur paire de ciseaux, donc c'est pas toujours très droit, et vous pouvez avoir d'un côté 90 cm comme vous avez demandé, et de l'autre 85 parce que en découpant, la personne a un peu dérivé. Donc c'est pour ça que je préfère toujours dire qu'il en faut un tout petit peu plus. Alors à chaque fois c'est moins de 10 cm, évidemment. Il y a toujours un petit peu de marge dans les données que je fournis. J'imagine que les autres fabricants de patrons font un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas au centimètre près la quantité de tissu dont on a besoin. Mais ton astuce permet effectivement, une fois que vous avez vos pièces de patron, ça vous permet de voir très précisément comment vous allez les disposer sur votre tissu, et ça vous permet de savoir exactement la quantité dont vous avez besoin. À partir du moment où vous avez les pièces à dispo, c'est très simple de les positionner sur ce gabarit et de voir la quantité précise qu'il faut acheter. En espérant que la personne qui vous vendra le tissu va pas se rater, parce que si vous faites vraiment au millimètre près, c'est compliqué. Les autres astuces de Christine: je ne sais jamais où poser les pièces de patron et de tissu pour une réalisation en cours. Il se promène entre un coin du bureau déjà encombré ou le dossier sur la chaise. Bref, ça finit toujours par tomber par terre. Maintenant, je les suspends à des cintres. Donc en fait, tu utilises des petits cintres à pince qu'on trouve... là, c'est un cintre en plastique que tu as dû prendre dans une boutique. Il y a le second cintre aussi sur lequel tu mets tes pièces, et ça te permet de les avoir sous la main, et surtout ça évite qu'ils traînent partout et qu'effectivement ils tombent ou que tu les oublies un petit peu. Bref, très bonne astuce, c'est plutôt cool. Alors les cintres comme ça à pince notamment, certaines boutiques les balancent. En tout cas moi quand je me balade dans ma ville, il y a pas mal de boutiques qui jettent ces trucs là. Je pensais que c'était réutilisé ou gardé ou j'en sais rien, mais visiblement ils les balancent, ça n'est pas recyclé. Donc si vous avez envie d'aller faire la sortie des boutiques, ou alors demander carrément dans une boutique ce genre de cintre, sachez qu'a priori ils peuvent vous les fournir gratos, ou alors vous attendez la fermeture et vous fouillez un peu les poubelles. Merci beaucoup Christine pour ces astuces et pour le partage de ton atelier, hein. Tu le trouves pas exceptionnel? Eh, te plains pas Christine, s'il te plaît. T'as une vue en plus de la fenêtre, c'est incroyable. Tu me dis pas où tu habites, mais c'est incroyable. Donc il est exceptionnel. Et on va passer à une astuce cette fois. Cette fois, c'est un garçon en plus qui me l'envoie. C'est Davy. Bonjour Julien, j'ai souhaité partager un porte-bobine fait maison pour ceux qui aiment le bois, ceux et celles évidemment qui aiment le bois, plus que le plastique, et ça ne coûte pas grand chose. Certes, on en trouve des pas chers sur les sites asiatiques, mais j'ai pensé que l'idée n'était pas trop mal. Une lumière m'est apparue quand j'ai voulu en fabriquer un, et puis mon regard s'est posé sur un vieux cintre dans mon garage, et le crochet a réveillé mon inspiration. Purée David, tu devrais écrire des romans, parce que là j'y étais, tu vois, j'étais avec toi dans ton atelier, en train de visualiser le cintre et l'éclair de génie que tu as eu en le regardant. Un cintre sur lequel on dévisse le crochet, on perce et on le revisse sur le bout du cintre, et à l'opposé, ainsi qu'une petite planche simple, on visse par dessous et on colle avec de la colle à bois, tout simplement ce que j'ai fait pour ma part. Alors pour le coup, ton porte-bobine fait dans un cintre, on est carrément dans la thématique. C'est très marrant d'ailleurs d'avoir su réutiliser comme ça un vieux cintre qui ne te servait plus, j'imagine, pour en faire un porte-bobine. Alors si vous débarquez un porte-bobine, à quoi ça sert? Ça va servir à utiliser par exemple du fil de surjeteuse
dans votre machine à coudre. L'avantage de cette astuce dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo que je vous remets, hop là, juste ici, c'est que le fil de surjeteuse, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Je crois que j'avais fait le calcul, c'est genre 100 fois moins cher selon la quantité de fil que vous achetez. Donc ça peut être intéressant pour certaines coutures, un peu des coutures classiques, parce que le fil de surjeteuse a assez mauvaise réputation, mais il a quand même des caractéristiques. Si vous achetez du bon fil de surjeteuse, du fil de marque, a priori, il est d'aussi bonne qualité que le fil de bobine. Et la différence, c'est que c'est des cônes de 1000, 2500, 5000 mètres pour des fois 3 € les 1000 mètres. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment beaucoup moins cher qu'une bobine de fil classique. Par contre, pour mettre des cônes de surjeteuse sur une machine à coudre, vous avez dû vous rendre compte que ça ne marchait pas bien. Et il y a différentes astuces qui circulent sur internet. Il y en a une avec un bol ou une tasse dans laquelle vous mettez votre cône et ensuite vous faites passer le fil comme vous enfileriez votre fil de bobine habituellement, sauf que le fait d'avoir le fil qui parte du bas comme ça et qui arrive directement dans le chemin d'enfilage du fil, c'est pas toujours terrible, ça a tendance à se décrocher, enfin bref, c'est pas vraiment fait pour. Pour que ça marche bien, il faut que votre fil arrive à peu près à la hauteur d'où il partirait s'il partait d'une bobine de fil, et c'est pour ça qu'il y a ce truc là. Hop là, je vais le mettre un peu là, qui est donc, ça c'est un porte-bobine. Vous mettez votre cône en bas, vous faites passer le fil dans ce truc-là, et le porte-bobine est à la hauteur de la machine à coudre, et donc le fil du cône est à la même hauteur qu'un fil de bobine classique. Ça va servir d'ailleurs, je pense à ça, ça va servir aussi à utiliser une aiguille double avec votre machine à coudre. Aiguille double, donc 2 bobines de fil. Malheureusement, la plupart des machines n'ont qu'un seul porte-bobine sur le capot de la machine, donc il faut trouver des astuces. Bref, ça coûte, je sais plus combien je l'ai payé, mais c'est, je pense, moins de 5 €. Effectivement, c'est tout en plastique et c'est made in China. Si vous avez la possibilité de bricoler comme fait Davy, eh ben, faites-vous plaisir, d'autant que là, pour le coup, je trouve que ça marche plutôt très bien. Il y a vraiment un rappel de ce qu'on fait en couture, quoi, avec le cintre qui a été réutilisé, qui est plutôt très cool. Merci beaucoup Davy pour ton astuce, je la trouve pour le coup très cool. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous dit également de m'envoyer de jolies photos de vos ateliers, eh bien n'hésitez pas à le faire, c'est juste ici. Vous m'envoyez un petit mail avec vos photos dans la qualité maximale et si possible au format paysage. Puis je n'hésiterai pas à refaire une vidéo dès que j'aurai suffisamment de matière pour ça. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube, c'est ma récompense, ben oui. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos, je ne sais pas encore. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.